Bonjour à toutes et à tous. Merci d'écouter Votre Santé, Votre Avenir, le magazine santé de VOA Afrique. Je suis Mohamed Oumfa et Rosine Mounezero est avec moi dans ce studio pour la co-présentation. Bonjour Rosine. Bonjour Mamadou, bonjour chers auditeurs. Cette semaine, nous parlons des travailleuses du sexe, un groupe à haut risque de transmission des infections sexuellement transmissibles. Nous écouterons les confidences d'une prostituée. Oui, il y a des clients qui demandent de faire l'amour sans préservatif. Mais quand quelqu'un vous propose de faire sans préservatif, vous pouvez aussi accepter au cas où vous faites des check-ins. Et puis vous pouvez vous protéger et prendre le pilule. Nous donnons également la parole à un spécialiste sur les risques encourus non seulement par les travailleuses du sexe, mais aussi par leur famille. Supposez qu'elle ait une blénorragie, si elle doit accoucher comme ça, il y a tous ces risques des conjonctivites infectieuses qui vont s'installer chez les nouveau-nés, des syphilis congénitales qui peuvent arriver. Comment mobiliser et aider ces femmes? Nous avons rencontré sur le terrain une ONG qui vient en aide aux populations clés. Nous avons une structure qui est gérée par les professionnels de sexe. Nous louons pour eux un espace proche de là où se font leurs activités. Et donc, entre eux, ils peuvent se sensibiliser, se protéger. Tous ces témoignages et conseils pratiques, c'est dans la suite de ce programme. Mais pour commencer, voici l'actualité. Coup d'œil sur l'actualité. Et pour parcourir l'actualité santé, nous recevons Firmin Koyaweda. Bonjour Firmin. Bonjour Rosine. Alors, épidémie de dengue à Louga, dans le nord-ouest du Sénégal, plus de peur que de mal. Selon le ministère sénégalais de la Santé, la situation est en train d'être maîtrisée. Oui Rosine, les autorités sénégalaises ont recensé à la date du 29 octobre 2017 un total de 36 cas positifs sur 232 patients suspects. Aucune complication n'a été notée chez les malades. Tous les patients diagnostiqués positifs se portent bien et ont repris leurs activités courantes. Contrairement aux rumeurs diffusées sur les réseaux sociaux et relayées par certains médias, aucune autre région du Sénégal n'est touchée pour le moment. En collaboration avec l'Institut Pasteur de Dakar, le ministère sénégalais de la Santé a déployé des équipes d'intervention pour apporter la riposte sur le terrain. Mais au fait, Firmin, que sait-on exactement de cette maladie ? La dengue est une infection virale transmise par les moustiques. Elle provoque un syndrome de type grippal et peut évoluer à l'occasion vers des complications potentiellement mortelles appelées dengue sévère. Dans la majorité des cas, le virus de la dengue infecte les gens, mais ne les rend pas malades. Mais certains patients peuvent développer des symptômes comme la fièvre, les douleurs musculaires ou articulaires, des fatigues et des courbatures. Dans le pire des cas, le patient peut souffrir d'une hémorragie mortelle. Pour éviter la maladie, l'OMS recommande de dormir sous des moustiquaires, porter des vêtements longs, détruire les gîtes lavaires et les sites pouvant abriter des moustiques grâce aux insecticides. En Ouganda, les autorités ont déclaré le 19 octobre dernier une épidémie de la maladie à virus Marburg. Oui, Rosine, cette flambée épidémique a été confirmée dans le district de Queen, dans l'est du pays. Au 24 octobre, 5 cas avaient été rapportés. Le premier avait été notifié le 20 septembre quand un chasseur ayant été en contact avec des chauves-souris est mort après l'échec d'un traitement contre le paludisme prescrit par le personnel médical. Sa sœur qui avait contribué à ses soins et participé au rituel funéraire est elle aussi décédée. 2 agents de santé ayant été en contact avec cette dernière ont développé des symptômes évocateurs de la maladie et font l'objet d'investigations. Et que font les autorités sanitaires pour combattre cette épidémie ? Les activités consistent en la surveillance, la recherche des cas et la surveillance dans les communautés et les centres de santé touchés. Des équipes chargées des inhumations sans danger ont été formées dans les districts touchés. Des campagnes de sensibilisation et de mobilisation des communautés sont en cours. Pour rappel, la maladie à virus de Marburg est provoquée par un virus de la même famille que celui de l'Ebola. Elle se manifeste par de violents maux de tête et une faiblesse intense. Le virus de Marburg se transmet par contact direct avec le sang, les liquides biologiques et les tissus des personnes infectées, mais aussi en cas de manipulation d'animaux malades ou morts. Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique. Parlons à présent de ce sommet mondial sur l'hépatite qui vient de se dérouler à Sao Paulo au Brésil, une occasion d'appeler les pays à redoubler d'efforts dans la lutte contre la maladie. Oui, Rosine, du 1er au 3 novembre, les participants ont débattu du thème
mettre en œuvre la stratégie mondiale du secteur de la santé contre l'hépatite virale, vers l'élimination de l'hépatite en tant que menace pour la santé publique. Ils ont noté un progrès dans la lutte, même si l'hépatite tue encore plus de 1,3 million de personnes chaque année dans le monde. Selon l'OMS, 3 millions de personnes ont reçu un traitement contre l'hépatite C ces 2 dernières années et 2,8 millions de personnes supplémentaires ont commencé un traitement à vie contre l'hépatite B en 2016. C'est un record. Mais malgré ce record, Firmin, il reste de nombreux défis à relever. En effet, Rosine, il y a d'abord la question du financement qui reste une contrainte majeure. La plupart des pays ne disposent pas de ressources nécessaires pour financer les services essentiels de lutte contre l'hépatite. Par ailleurs, le diagnostic reste assez faible. Selon les estimations de l'OMS, en 2015, seulement 1 personne sur 10 vivant avec l'hépatite B et 1 personne sur 5 vivant avec l'hépatite C connaissaient leur statut sérologique. Également, la prestation d'autres services de prévention reste insuffisante, par exemple le faible taux de vaccination à la naissance contre l'hépatite B. Malgré tout, l'élimination de l'hépatite virale d'ici 2030 reste un objectif poursuivi par la plupart des pays. Merci Firmin. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. La prostitution est l'un des plus vieux métiers du monde et les prostituées arpentent les rues des villes et villages d'Afrique malgré des lois réprimant cette activité. Les professionnels du sexe font partie de ce que les spécialistes appellent les populations clés, c'est-à-dire des groupes qui, en raison de comportements à risque particulier, sont exposés à un risque accru d'infection à VIH. Des études indiquent que la probabilité de contracter le VIH est de 14 fois plus élevée chez les professionnels du sexe que chez les autres femmes. Pour en savoir davantage, nous nous sommes rendus en RDC, la République démocratique du Congo. Nous avons donné la parole au docteur Mutaza Lusungu Baba. Il est médecin généraliste et praticien à la clinique imagerie de Béni en RDC. Il nous a parlé des infections sexuellement transmissibles les plus fréquentes chez les professionnels du sexe, des moyens de protection dont elles disposent et des traitements possibles chez celles qui tombent malades. Il est au micro de notre correspondant Erikas Mouzi. Oui, docteur Mutaza Lusungu Baba, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin justement. Recevez-vous souvent des travailleuses du sexe pour des consultations ou avez-vous l'impression qu'elles ont du mal à se révéler auprès des personnels hospitaliers? Je crois que c'est une très bonne question. Je voudrais répondre à de 2 manières. En consultation de routine, c'est difficile qu'elles puissent venir se consulter. Mais vous savez, nous avons ici un programme de planning familial. Et ce programme-là, il soutient effectivement les professionnels de sexe, comme on dit. Dans ces programmes-là de planning familial, ils arrivent parce qu'on a des intrants gratuits que nous donnons gratuitement. Il existe de nombreuses infections sexuellement transmissibles. Avez-vous noté des IST les plus fréquentes chez les travailleuses du sexe? Si oui, lesquelles et comment expliquez-vous cela? Il y en a beaucoup. Parmi les IST les plus rencontrés chez nous, nous avons la blénorragie. Hein? Il y a aussi les syphilis. On a trouvé ça. C'est très fréquent. Mais il y a aussi les VIH. On va pas se voiler les faces. Je veux dire que cela est lié à la promiscuité. Parce que quand vous parlez vraiment avec eux, vous sentez qu'il y a un tarif pour un rapport consommé avec préservatif. Et lorsque le client est prêt à débourser plus d'argent, certains professionnels ils sont prêts à abandonner les préservatifs et à faire un rapport qui est non protégé. Et en faisant un rapport non protégé, ils chopent facilement toutes ces maladies. Et les travailleuses du sexe ont des familles. En ce qui concerne les enfants de ces prostituées, quels sont les types de risques qu'ils encourent et comment les protéger du point de vue médical? Je crois qu'il y a quand même beaucoup de risques. Vous savez, si par inadvertance, bien qu'elle soit sous contraceptif, il ne faut pas qu'elle a arrêté par exemple par pilule et qu'elle est tombée grosse, supposez qu'elle ait une blénorragie. Vous voyez, si elle doit accoucher comme ça, il y a tous ces risques des conjonctivites infectieuses qui vont s'installer chez les nouveau-nés. Il y a aussi des syphilis congénitales qui peuvent arriver. Mais que dire alors de ces femmes qui sont professionnelles de sexe séropositifs sans les savoir et qui vont accoucher? Ce sont ces enfants qui sont des enfants de nouveau-nés à haut risque et dont l'espérance de vie est carrément limitée.
Ça, c'est sur le plan médical. Mais il faut comprendre aussi que sur le plan psychologique, c'est très compliqué parce que très souvent, ces femmes-là, elles reçoivent des hommes dans leur propre maison. Pendant que ces petits-enfants sont là, parfois à leur présence, ça crée de traumatisme à vie. Et ça, c'est trop dangereux. Et les hôpitaux sont-ils assez outillés pour assurer les suivis des travailleuses du sexe? Vos personnels sont-ils formés et sensibilisés pour éviter des cas de discrimination et pour offrir les conseils et les services spécifiques à la communauté des travailleuses des sexes? Nous les faisons. Parce que je viens de dire que nous avons un programme ici, financé par Agenda F, les plannings familiales, n'est-ce pas? Dans ces programmes, ce que nous désirons, c'est que la femme puisse accoucher au moment opportun, n'est-ce pas? Et qu'elle puisse avoir ce nombre d'enfants désirés. Et nous avons remarqué que la plupart des jeunes filles, n'est-ce pas, elles font des grossesses précoces. Alors nous avons pris la décision de pas seulement les attendre et venir nous consulter. De temps en temps, les soirs, nous faisons des rondes, nous allons vers eux pour les remettre les préservatifs, mais aussi pour vulgariser en rapport avec les différentes méthodes de contraception que nous offrons chez nous gratuitement. Donc nous avons un personnel qui a suivi beaucoup de formations par rapport à cela et nous faisons de notre mieux pour les venir en aide. Et quelles sont les difficultés qui se posent concernant les suivis médicaux des travailleuses du sexe? Déjà, ils ne sont pas bien regroupés. Je crois que dans d'autres pays, il y a toujours ces femmes qui sont en association. Mais chez nous, c'est pas un métier reconnu par l'État. C'est toléré. Hein. Ils font dans l'informel. Dès lors qu'ils ne peuvent pas se regrouper, ils ne peuvent pas consulter à ces titres. À ces justes titres. Et ça, c'est la première difficulté. La seconde difficulté, c'est le proxénétisme. Il y a beaucoup de mamans qui séquestrent des jeunes filles dans des QG qu'on appelle ici chez nous. Et on ne peut pas facilement accéder à ces filles-là qui sont exposées parce que ces femmes nous interdisent carrément l'accès. Ouais. Et puis il y a aussi le troisième élément, c'est le fait qu'ils n'ont pas d'endroit fixe où on peut les croiser et leur parler. Donc il faut toujours les chercher la nuit au niveau des ronds-points et tout ça. Il n'y a pas vraiment d'endroit fixe pour savoir aller à tel endroit, on pourra le trouver et procéder à une bonne vulgarisation pour qu'ils puissent se protéger des IST. Alors vous dites que dans la région aussi, il n'y a pas d'endroit fixe pour les retrouver, mais compte tenu du tabou et du regard discriminatoire qui pèse encore sur les travailleuses du sexe, ne pensez-vous pas que justement les personnels sanitaires doivent être plus actifs et se rendre vers ces dernières au lieu de les attendre dans les hôpitaux? Mais c'est ce que j'ai dit, nous faisons déjà cela. Dans les programmes que nous avons, nous le faisons. Mais il faut comprendre que sur les plans étatiques, n'est-ce pas? Si quelque chose, par exemple, nous arrivait pendant que nous faisons ces rondes-là, l'État ne saura pas nous couvrir parce que notre État ne reconnaît pas, n'a pas légalisé la prostitution. Chez nous en RDC, la prostitution n'est pas légalisée, n'est pas permise. Ça va? D'une certaine manière, l'État ferme les yeux, tolère seulement. Et quand nous les aidons, c'est dans l'informel. Vous voyez? Donc il y a un pas dans tout ça. Si l'État, les parlements produisent des lois que le gouvernement va promulguer et tout ça, ça va permettre aussi au personnel soignant, n'est-ce pas, de bien suivre et de bien mettre en exergue les différents processus. Parce que dans ce que vous dites là, il y a un élément important. Même chez les professionnels de sexe, il y a aussi des grossesses non désirées. Comme j'ai dit, si elle est sous contraceptif et qu'elle a oublié les jours et puis ça marche pied, elle est grosse, il y a déjà un problème. Mais comment est-ce que vous allez en prendre en charge cette grossesse dans la mesure où l'État n'a pas légalisé et aussi chez nous, l'État ne tolère pas l'avortement. Même l'avortement médicalisé, c'est pas toléré. Il y a des processus que vous ne pouvez pas comprendre. Alors, toutes ces choses-là font que nous allons vers eux, mais nous sommes limités par l'arsenal juridique, nous sommes aussi limités par la situation sécuritaire. Vous comprenez? Quand vous sortez à 19h dans une ville comme la nôtre, vous avez peur d'être kidnappé, vous avez peur qu'on vous arrête. Et malheureusement aussi, il y a des moments où ces malfrats utilisent ces professionnels des sexes comme appât pour nous avoir. Voilà. Et peut-être vers la fin de cette interview, qu'en pensez-vous? Comment améliorer leur suivi au niveau médical? Je crois que le niveau médical viendra seulement après que l'État s'est conformé. Je ne veux pas dire que c'est rétrograde, mais il faut voir partout ailleurs dans le monde, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui avance, c'est un fait qui est reconnu. Les prostituées sont là, oui, la prostitution est reconnue. Si l'État peut déjà faire franchir ces pas-là, une fois ces pas est franchi, n'est-ce pas? Ces femmes-là peuvent s'organiser en association. Si elles sont organisées en groupe, on sait les repérer, elles ont un statut, n'est-ce pas? On sait les suivre aussi, et à ce moment-là, nous savons les accompagner.
Voilà, je crois que ce sont là les différentes étapes que nous devons franchir. Mais une fois comme nous continuons à marcher dans l'informel, l'efficacité n'est pas vraiment, il n'est pas maximisé, parce que vous avez dit qu'il y a un problème des regards. Si chez nous ici à Béni, on apprend qu'il y a une fille qui s'est prostituée, c'est toute la famille qui la réunit, hein. C'est tout le monde qui tourne les dos. Donc même quand ils viennent dans les programmes, un programme qui est de plus gratuit, n'est-ce pas, financé par les bailleurs, elles viennent en catimini, n'est-ce pas, et ne voudraient pas que les médecins parlent. Et pourtant, vous savez, il y a toujours une façon de faire intervenir la famille pour les accompagner. Par exemple, il y a des femmes qui sont professionnelles de sexe et qui sont atteintes de VIH. Il y a un problème. Dans la mesure où on ne peut pas faire intervenir la famille parce que la fille ne fait pas, et parce qu'elle a peur d'être rejetée, il y a toujours ces risques. Quand on a là-bas, parce qu'elles ne subissent pas de contrôles réguliers et qu'elles ne sont pas organisées en association, elle va continuer à transmettre le VIH. Les autres ne le sauront pas. Donc il y a un travail qui doit se faire. D'une part, l'État congolais doit intervenir. D'autre part, les bailleurs de fonds, effectivement, ils doivent venir dans tout ça, l'ONU-SIDA et tous les autres, et UNFPA et tous les autres. Et nous accompagnons. Docteur Moutouzza Lusungu Baba, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous remercions le docteur Moutouzza Lusungu Baba qui était au micro de notre correspondant à Béni, Erikas Mouizi. Quelqu'un l'a vécu. Voici son témoignage. Donnons maintenant la parole à l'une des concernées, une professionnelle du sexe à Kinshasa. Elle a accepté de nous parler de son quotidien, les dangers et les limites qu'elle s'impose dans sa relation avec ses clients. Écoutons son témoignage recueilli par l'une de nos correspondantes en RDC, Béro Matanda. Y a-t-il des clients qui vous proposent des relations sexuelles non protégées? Oui, on a beaucoup qui proposent des relations sexuelles non protégées, mais deux fois on refuse parce que vous voyez bien qu'il y a la maladie, on exige toujours le préservatif. Quelles sont les mesures de protection que vous utilisez? C'est le préservatif que les autres personnes appellent le condom. Vous en avez des préservatifs masculins et féminins ou vous n'avez que des préservatifs masculins? On a tout parce que ces derniers temps, on a fait sortir les préservatifs féminins. Donc, on utilise tous les deux en cas. Et est-ce que vous avez l'habitude de prendre des pilules pour vous empêcher de tomber enceinte? Oui, deux fois, quand quelqu'un vous propose de faire sans préservatif, vous pouvez aussi accepter au cas où vous faites des checkings. Et puis, vous pouvez vous protéger et prendre le pilule. Avez-vous quelquefois connu des cas où le préservatif éclate en plein acte sexuel ou des cas où vous avez cédé face à un client qui exige des rapports sexuels non protégés? Comment avez-vous fait pour vous protéger par la suite? Oui, il y a des clients qui demandent de faire l'amour sans préservatif et puis le préservatif peut s'éclater, mais on a toujours demandé avant de faire un checking pour voir s'il est malade ou pas. Parce que nous aussi, on a peur de nos vies. On ne peut pas céder directement comme ça. Et après, peut-être, si ça s'éclate, après ça, on part se faire checker, voir s'il y a la maladie ou pas. Comment vous aider pour que vous puissiez adhérer dans des programmes de lutte contre les IST, les infections sexuellement transmissibles? Est-ce que ça vous arrive aussi d'adhérer dans de tels programmes ou de vouloir être membre de tels programmes pour qu'ils vous suivent, qu'ils vous fassent des checkings, des examens, des tests par rapport à votre travail? Oui, en fait, on veut ces programmes, on veut adhérer dans ces programmes parce que ça nous aide vraiment. On demande vraiment plus qu'on puisse nous donner cette faveur d'adhérer sur ces programmes. Ça va nous aider. C'est vraiment une demande pour nous. Les professionnels du sexe et leurs clients ont des maris, des femmes et des partenaires. Nombre d'entre eux ont des enfants. C'est pourquoi ne pas fournir de services à ces prostituées hypothèque les progrès futurs contre les IST et le VIH. Heureusement, certaines organisations se mobilisent pour les sortir de l'anonymat et surtout leur permettre d'accéder à des soins et des suivis médicaux. C'est le cas de l'ONG américaine International Center for Health Care and Treatment Program, ICAP en sigle. Notre correspondante à Lubumbashi, Gabrielle Nina, a rencontré le docteur Dieudonné Tikwej, directeur provincial de cette ONG dans le Haut-Katanga. Il nous parle des opérations menées en faveur des travailleuses du sexe.
Nous avons un programme qui prend en charge la prévention et le traitement des infections sexuellement transmissibles auprès des personnes clés. Ici, chez nous, il faut comprendre un personnel clé. C'est notamment les professionnels de sexe, qu'ils soient masculins ou féminins. C'est depuis donc mai 2016 que nous avons mis en place cette approche. Et pour la première fois, dans la ville de Lubumbashi, nous avons créé et soutenu des centres de dépistage et traitement des infections sexuellement transmissibles juste pour ces personnes clés qui semblent être marginalisées et stigmatisées dans la communauté. Nous offrons un paquet de services qui consiste en un conseil et dépistage, non seulement des autres infections sexuellement transmissibles, mais surtout le dépistage du VIH. L'autre conseil que nous donnons, c'est la prise en charge complète de ces infections sexuellement transmissibles, mais aussi nous offrons un paquet sur les violences faites à la femme. Souvent, chez les professionnels de sexe, elles sont exposées à des violences comme ça qu'on leur fait, et donc nous prenons aussi en charge ces violences, du moins le paquet médical, mais à côté aussi, nous offrons l'autre paquet, c'est le planning familial, surtout pour ces professionnels de sexe. On les aide donc à prévenir les grossesses non désirées. Et comment se passe l'adhésion des professionnels des sexes en général? Viennent-elles vers vous ou les recrutez-vous dans les milieux des prostitutions? Nous utilisons leurs pairs. En fait, nous recrutons ce que nous appelons chez nous les pairs navigateurs. Ce sont des professionnels de sexe à qui nous capacitons dans l'approche, comment approcher les autres. Ce sont ces pairs qui entrent dans leur communauté, qui recrutent, qui sensibilisent ces professionnels de sexe et les orientent vers nos structures. L'autre approche que nous venons de développer, c'est une approche vraiment communautaire. Nous avons une structure qui est gérée par les professionnels de sexe eux-mêmes. Qui font comment? Donc, nous venons, nous louons pour eux un espace qui est proche de là où se font leurs activités de sexe. Nous mettons tout ce qui est information de sensibilisation, les préservatifs, des moyens de sensibilisation à travers les films et tout. Et donc, entre eux, ils peuvent se sensibiliser et se protéger à travers la prévention. C'est une activité que eux-mêmes font. Et il y en a qui veulent se faire dépister, se dépistent là-bas. Ceux-là qui sont dépistés positifs reviennent vers nous pour la prise en charge globale et nous donnons de soins gratuits. Au mois de juin 2016, par exemple, nous étions autour de 133 femmes qu'on a sensibilisées. Et toutes les 133 ont accepté de se faire dépister. Donc on a eu 9 qui ont été dépistées positives au VIH. Mais à ce jour, une année plus tard, le taux moyen d'acceptation mensuel, nous sommes autour de 1000 à 1200 femmes que nous dépistons par mois. Est-ce que les professionnels de sexe sont ouverts au programme de lutte contre les infections sexuellement transmissibles et au VIH-Sida? Lorsque le message est bien clair, elles adhèrent très facilement à l'activité. Voilà pourquoi notre organisation s'attelle à bien former les personnes qui doivent sensibiliser, de sorte que les professionnels des sexes comprennent l'importance de se faire dépister et surtout l'importance de se prévenir contre cette infection. Ça fait maintenant 2 années que nous sommes dans ce programme. La séroprévalence chez les professionnels des sexes tourne autour des 2,7%, alors qu'à l'époque, cette séroprévalence est autour de 10%. On comprend que de plus en plus le message, il est bon, il passe bien et que la prévention se passe de mieux en mieux. Quelles sont les difficultés qui se posent dans le suivi de votre programme de lutte contre le VIH-Sida et les maladies sexuellement transmissibles chez les professionnels des sexes? La grande difficulté, c'est que c'est une population très mouvante. C'est une population qui se déplace trop. Et voilà pourquoi est-ce qu'on a difficile à les maîtriser pendant un temps au même endroit. Mais nous venons de développer un autre système. Quand ces personnes sont identifiées malades, par exemple, on les prend en charge pendant un temps, on peut leur approvisionner en intrants pour une période donnée.
Je prends un exemple. Si elle sait que pendant 2 mois, elle sera en dehors de Lubumbashi, pour une raison ou une autre, nous pouvons lui donner les intrants qui vont couvrir ces 2 mois-là. Si elle est sous traitement, on va lui donner les médicaments couvrant cette période-là et même plus. Donc voilà comment est-ce qu'on peut contourner la grande difficulté liée à ces mouvements de cette catégorie de personnes. Mais la grande difficulté qui reste, c'est leur mouvance, qui fait que certaines personnes d'entre elles qu'on ne retrouve pas très souvent, avec un taux de déperdition qui devient un tout petit peu élevé à certaines périodes. Et lorsqu'elles apprennent, par exemple, qu'il y a une carrière qui vient d'ouvrir et il y a suffisamment d'argent là-bas et tout, elles partent toutes vers ces milieux-là. Maintenant, nous sommes en train de voir comment est-ce qu'elles peuvent prendre des intrants pour autant de temps qu'elles sont en dehors, quitte à ce que quand elles nous reviennent, nous savons les identifier et les retrouver. Nous remercions la travailleuse du sexe et le docteur Ngwech Tikwech pour leur témoignage. Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond. À présent, le moment, chers auditeurs, où nous vous donnons la parole pour poser vos problèmes de santé. Notre consultant, le docteur Armand Nguenkap, a répondu à vos questions. Le docteur Nguenkap est médecin urgentiste et praticien au centre hospitalier universitaire de Soissons en France. Bonjour docteur, je suis héritier Lusimba depuis la ville de Beni, en province du Nord Kivu. Depuis que je suis né, voici 30 ans, à chaque fois que je tombe malade, l'on me parle de la fièvre typhoïde. Ce qui m'étonne encore, j'essaie de suivre les 5 moments clés du lavage des mains comme recommandé, mais sans succès. Que peux-je faire encore ou carrément ne me faut-il pas croire aux médecins? Lusimba voudrait savoir quelles mesures de prévention supplémentaires en plus du lavage des mains il peut adopter pour éviter la fièvre typhoïde. La fièvre typhoïde, encore appelée maladie des mains sales, est une maladie infectieuse dont la contamination se fait essentiellement par voie orale. En plus du lavage des mains qui est indispensable, à savoir bien se laver les mains après sa toilette, bien se laver les mains avant de toucher les aliments et surtout bien se laver les mains avant de passer à table, il faut, pour éviter la fièvre typhoïde, absolument veiller à boire de l'eau potable ou de l'eau bouillie lorsqu'on est surtout en zone à risque. Comme autre mesure supplémentaire que je peux conseiller à Lusimba, c'est se faire vacciner notamment s'il réside en zone à risque. Le vaccin antityphoïdique va lui conférer, grâce à une seule injection, une protection immunitaire contre la fièvre typhoïde d'environ 3 ans. Voici ce que je pouvais répondre à Lusimba, qui appelle depuis Beni, dans le Nord Kivu. Si vous aussi vous avez des questions ou des commentaires, contactez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique. Par ailleurs, regardez la version télé de ce programme qui sera diffusée sur cette page Facebook, sur le site web de VOA Afrique, voaafrique.com et sur nos télévisions partenaires. Et c'est ici que prend fin Votre santé, votre avenir. Cette édition était consacrée aux infections sexuellement transmissibles chez les travailleuses du sexe. Pour en parler, nous avons reçu comme invité le docteur Moutassa Luzungu Baba. Il est médecin généraliste et praticien à la clinique Imagerie de Beni en République démocratique du Congo. Il nous a parlé des maladies et risques associés aux activités de prostitution. Nous avons également écouté le témoignage d'une travailleuse du sexe à Kinshasa en RDC. Elle nous a parlé de son expérience et les dangers qu'elle rencontre au quotidien. Enfin, nous avons écouté le témoignage du docteur Dieudonné Ngwech Tikwech, directeur provincial de l'ONG International Center for Health Care and Treatment Program dans le Haut-Katanga en RDC. Il nous a parlé des activités de prévention et de lutte contre les IST en faveur des prostituées. Nous leur disons tous merci. Nous disons également merci à Firmin Koyaweda qui était avec nous pour vous présenter les événements qui font l'actualité santé. Merci à nos correspondants en RDC, Gabriel Nina à Lubumbashi, Béro Matanda à Kinshasa et Erikas Mouissi à Beni qui nous ont aidés à la préparation de cette édition. Une édition réalisée avec le concours de Cher Thiero et de Aiden Outgo qui étaient à la console.
À la présentation, vous étiez avec Rosine Mounezero et j'étais en compagnie de Mohamedou Oumfa. Continuez à écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir. À très bientôt. C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.